l'Aisne, l'Oise, le Calvados, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, la Somme, les Ardennes, l'Aude, le Gard, la Vienne, la Gironde, l'Hérault, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Nièvre. Ces noms résonnent pour un certain nombre d'entre vous comme des territoires familiers si vous y êtes élus, mais ils ont un autre point commun et il est alarmant. Ils font partie des 40 départements les plus touchés par les pollutions de l'eau. Combien de fois avons-nous fait le vœu pieux de reconquérir la qualité de l'eau ou répété notre volonté de protéger notre bien commun? Pourtant, aucun territoire n'est épargné, la réalité est implacable. Chlorothalonil R 471 811, ésamétolachlore, chloridazone d'esphényl, 1,4 dioxane, TFA. Derrière tous ces noms complexes se cache une vérité simple. La protection de la qualité de l'eau est un échec global, selon le rapport de la mission conduite conjointement par 3 inspections interministérielles. Nous sommes déjà à bien des égards dans une impasse et cet échec global nous emmène droit dans le mur. Un élu local, conseiller départemental d'hiver droite de Loire-Atlantique, résumait ainsi la situation. Si on ne fait rien, comme l'amiante, ça va nous exploser à la figure. Parce que, chers collègues, nous le savons, si toutefois nous voulons regarder la vérité en face, la nécessité de mesures urgentes s'impose à nous de façon absolue. En 2023, près de 17 millions de Françaises et de Français ont consommé au moins une fois une eau contaminée par des pesticides. Et ce n'est pas seulement un problème d'aujourd'hui. Ces substances toxiques persistent dans nos ressources en eau pendant des décennies et nous trouvons encore des traces de produits interdits depuis des années déjà, à l'instar des métabolites de l'atrazine. L'impact de ces pollutions sur la santé publique est incontestable. De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence les liens entre l'exposition chronique aux pesticides et l'augmentation des cancers, des maladies neurologiques, des troubles hormonaux et des problèmes de fertilité. Si les études sanitaires manquent sur les effets de la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l'eau consommée, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Il ne s'agit donc pas d'un enjeu simplement environnemental ou économique, mais d'une crise sanitaire majeure que nous ne pouvons plus ignorer. Préserver la qualité de l'eau, c'est d'abord protéger notre santé et celle des générations futures. Et nous ne sommes pas sur la bonne voie. La Commission européenne a rendu son rapport d'évaluation de la directive cadre sur l'eau après 6 années de mesures et de surveillance. Malgré l'arsenal mis en place, le rapport pointe que l'objectif fixé ne sera pas atteint par les États membres. Seulement 26,8% des eaux de surface et 69% des eaux souterraines sont en bon état chimique. Il est donc nécessaire de préserver la qualité de la ressource en amont du prélèvement afin de réduire le niveau de traitement nécessaire pour sa potabilisation. La situation des captages d'eau ne cesse de se dégrader. Depuis 1980, ces chiffres ont été actualisés, près de 14 300 captages d'eau potable ont été fermés, principalement en raison de pollutions excessives. Plus d'un tiers d'entre eux étaient contaminés par les pesticides et des nitrates. Et pour ceux qui restent, la dépollution est extrêmement coûteuse. Le coût du traitement de l'eau potable par les pesticides et les engrais azotés est estimé entre 750 millions et 1,3 milliard par an. Une somme engloutie pour ne traiter que partiellement le problème, quand elle aurait déjà pu en partie servir à le prévenir. Une somme colossale qui va inexorablement s'accroître à mesure de la découverte de nouvelles molécules. Comme nous sommes de plus en plus souvent incapables de traiter avec les techniques dont nous disposons actuellement, nous devons faire appel à des technologies encore plus onéreuses. Je le dis clairement, mes chers collègues, la pollution de l'eau empoisonne nos finances publiques et la santé financière de nos collectivités. In fine, ce sont les usagers et les usagères du service public qui paient déjà et qui paieront encore plus cher la facture. Nous sommes, l'expression est couramment partagée, face à un mur d'investissement. Pour le présent, sur les mesures curatives, rendues inévitables pour dépolluer l'eau, et pour le futur, sur l'accompagnement agricole pour prévenir les contaminations à venir. Je refuse
que demain, les plus petites collectivités et les territoires ruraux soient les premières victimes de notre inertie, de notre inaction ou de notre lâcheté. Cela doit changer. Les élus locaux nous alertent. Nous aurons la responsabilité morale de la dégradation silencieuse et peut-être inexorable de notre patrimoine commun. Puisque le constat est unanime, nous ne pouvons nous contenter de constater les dégâts, nous devons agir. Mais force est de constater que l'action publique se heurte à deux limites fondamentales. Premièrement, le cadre juridique est lacunaire et confus. Les périmètres de protection des captages ne sont pas systématiquement mis en œuvre. Les aires d'alimentation des captages ne couvrent que 60% des captages prioritaires et autant n'ont toujours pas de programme d'action. Quant aux zones soumises à contraintes environnementales, elles ne peuvent exister que si une AAC a été délimitée et qu'un préfet en prend l'initiative. Elles ne sont pas systématiques et parfois pas ou peu contraignantes. Or, nous le constatons, les démarches volontaires ne suffisent plus. L'article 1er de ce texte propose donc un saut qualitatif. Il renforce les programmes d'action qui peuvent être mis en œuvre dans les aires d'alimentation des captages via l'instauration de plans d'action obligatoires visant à préserver la qualité de l'eau et interdit l'usage des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux dans les AAC associés à des points de prélèvement sensibles. L'arrêté de définition de ces points de prélèvement doit par ailleurs urgemment être publié. Une période de 3 ans à compter de la promulgation de la loi est évidemment prévue. Elle doit permettre aux agriculteurs de s'adapter à ces mesures, d'entrer dans des dispositifs d'accompagnement, parce que je le dis avec force ici, ces mesures doivent être mises en place avec eux, jamais contre eux. Il n'y a pas un modèle unique d'aide et d'accompagnement de l'agriculture. Les dispositifs sont nombreux, souvent insuffisants et parfois complexes. PSE, MAEC, filière BNI, conversion à l'agriculture biologique, action foncière, etc. J'ai confiance aux acteurs de terrain pour être les meilleurs alliés de la transition agroécologique. Si l'action est insuffisante, c'est par manque de décisions politiques appropriées, mais aussi par un manque de moyens humains et financiers. Deuxièmement, nous naviguons un peu à l'aveugle sur la détection des métabolites de pesticides. Autrement dit, on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas et cherche-t-on correctement. Pour les eaux destinées à la consommation humaine, la France ne dispose toujours pas d'une liste socle au niveau national des métabolites, ce qui conduit à de grandes disparités territoriales. Je me refuse à ce que certains territoires soient laissés pour compte. Un rapport de l'association Génération Future indiquait que 71% des métabolites de pesticides à risque pour les eaux ne sont même pas contrôlés. Cela signifie que nous ignorons probablement l'ampleur réelle du problème. Vous le savez, les limites de qualité réglementaires sont anachroniques et ne résultent pas de considérations sanitaires. En outre, elles ne permettent pas de prendre en compte les potentiels effets cocktails. Et c'est là une question fondamentale pour garantir la santé publique. Si ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi, je nous appelle à entreprendre une refonte des conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits. Les principes de précaution et d'indépendance doivent être des maîtres étalons pour ne pas regretter et payer demain ce que nous avons autorisé hier sans toujours savoir. La direction régionale de la santé, comme les agences régionales de santé, se sont ainsi positionnées en faveur de l'élaboration d'une liste socle au niveau national, telle que proposée par l'article 2 de la proposition de loi, avec une adaptation locale en fonction des réalités du terrain. Dans mes échanges avec les différents groupes de notre Assemblée, j'ai pu constater l'intérêt partagé pour ce sujet. Les différents amendements déposés méritent un débat de qualité. Et mes chers collègues, l'enjeu de la protection de la qualité de l'eau mérite des actes, du pragmatisme et du courage politique, comme me l'a dit récemment Thierry Burlot, président du Cercle français de l'eau. Nous avons aujourd'hui une responsabilité collective et morale. Mais si nous ne votons pas ce texte, demain nous aurons une responsabilité individuelle, celle d'aller expliquer pourquoi notre eau du robinet n'est plus disponible ou consommable.